Deux chiffres ont suffi pour transformer le nord du Burkina Faso. Une dizaine de villages désertés, puis, en quelques jours, plus de 3 zones soudain regagnées. Ce basculement brutal, né du simple bourdonnement des drones, a fissuré un paysage que l'on croyait figé dans la peur, révélant une dynamique que personne n'avait anticipée. Alors, que signifie vraiment ce renversement pour ceux qui observent à distance, au moment où Ibrahim Traoré devient l'axe inattendu d'une confiance retrouvée? Une ligne invisible a glissé, discrètement, mais irréversiblement. Si cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout, c'est parce qu'elle révèle une bascule fragile dont les conséquences dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Le cœur de l'enjeu est simple: comprendre comment une nation longtemps enfermée dans la peur a pu inverser le rapport de force grâce à une stratégie où chaque risque pesait plus lourd qu'aucune promesse. Et c'est précisément cette tension entre l'espoir renaissant et la possibilité d'un effondrement brutal qui détermine la valeur réelle de cette transformation. Un détail a tout accéléré. La résilience d'un peuple n'est pas un slogan, mais une mécanique complexe qui dépend du moral des civils, de la cohésion des villages et d'une perception nouvelle du rôle des forces locales. Ce que l'on suit ici, ce n'est pas seulement une série d'opérations, mais un changement de posture collective. Une population longtemps spectatrice devient actrice de sa propre survie. Si cette dynamique tient, elle pourrait redéfinir la manière dont une nation isolée se défend contre une menace diffuse. Si elle se brise, tout pourrait s'effondrer en quelques semaines. Deux éléments, passés presque inaperçus en surface, ont révélé la première fissure dans l'ordre établi: le retour progressif de routes restées fermées des mois et la réouverture de marchés où l'on ne trouvait plus rien depuis des semaines. Ces signes minces, adossés à des opérations ayant neutralisé plus de 300 militants entre octobre et novembre 2025, ont marqué le début d'un renversement que peu d'observateurs jugeaient possible. Mais cette transformation n'est pas née d'un simple sursaut militaire. Elle résulte d'une chaîne causale précise. D'abord le bourdonnement répété des drones au-dessus des plaines, ensuite la présence continue de soldats et de volontaires, puis l'adhésion progressive des civils qui, voyant les premières zones sécurisées, ont recommencé à occuper l'espace public. Chaque maillon a renforcé le suivant, jusqu'à créer une dynamique difficile à inverser. Le nord du Burkina Faso, longtemps décrit comme un territoire fragmenté où les villages de Djibo, Arbinda et Yamba devenaient les symboles d'une crise interminable, a soudain basculé dans une autre temporalité. La peur quotidienne, faite de déplacements forcés et d'assauts nocturnes, a laissé place à une attente prudente, nourrie par des opérations de nettoyage, la reprise de certaines écoles et le retour de familles dispersées. Le pays semblait enfin rompre avec l'impression d'enlisement. Au centre de cette mutation, Ibrahim Traoré a imposé une logique différente. Non pas gagner une guerre de territoire, mais réactiver une conscience collective autour de la souveraineté. Sa démarche a consisté à fédérer les civils comme partie prenante, à transformer les soldats en figures de proximité, et à faire des villages des points d'appui plutôt que des zones à reconquérir sans fin. Cette approche, hybride et progressive, explique pourquoi le moral des populations est devenu un multiplicateur de force plus décisif que n'importe quelle technologie. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est donc pas seulement une réponse militaire, mais un basculement mental où la peur cesse d'être la règle dominante. Et c'est précisément cette bascule qui ouvre la suite de l'histoire. Dans les semaines qui ont suivi les premières frappes de drones, une figure locale d'Arbinda racontait comment les soldats étaient revenus dans son village, non pas pour occuper l'espace, mais pour rouvrir la route menant au marché voisin. Ce geste simple, resté invisible pour ceux qui n'habitent pas la région, a suffi à redonner un souffle minimal aux activités agricoles, permettant à quelques familles de recommencer à vendre leurs récoltes. Une autre habitante de Yamba expliquait que la présence de patrouilles régulières avait transformé les nuits. Les cris soudains, fréquents ces autres fois, s'étaient raréfiés au point de disparaître pendant plusieurs jours d'affilée. Dans ces récits,
L'effet immédiat n'était pas spectaculaire, mais il marquait un changement tangible pour des populations longtemps enfermées dans l'incertitude. Ces retours, modestes et fragmentés, forment la matière même de ce renouveau. Les civils n'avaient pas besoin d'annonces grandiloquentes, mais de preuves concrètes que les zones récupérées ne seraient pas plus abandonnées quelques jours plus tard. Et c'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Il a incarné l'idée que la stabilité ne naît pas uniquement des succès militaires, mais de la continuité des protections offertes aux habitants. En créant un lien plus étroit entre les forces armées, les volontaires et les villages, il a redonné aux populations la possibilité de se projeter au-delà de la survie immédiate. Ce déplacement mental, discret mais puissant, commence toujours au même point. La certitude que quelqu'un revient, reste et protège. Au fond, toute transformation durable tient à une seule question. La confiance peut-elle tenir? Avant la fin d'octobre, les plaines du Nord restaient figées dans un silence lourd. Après les premiers survols de drones, ce silence s'est fracturé sans exploser immédiatement, comme si la région retenait son souffle. Ce moment d'attente a servi de déclencheur, ouvrant la voie à une séquence d'actions rapides où l'armée burkinabé, soutenue par des volontaires, a cherché à reprendre l'initiative. L'activation du dispositif n'était pas seulement militaire. Elle redistribuait l'espace psychologique dans lequel civils et militants évoluaient depuis des années. Les frappes ciblées ont marqué la première rupture. Elles sont arrivées sans annonce, précisées par les systèmes de surveillance recueillant des données en temps réel. Cette précision a transformé chaque intervention en signal clair. La zone n'était plus livrée à elle-même. Les groupes armés, habitués à se déplacer librement, ont dû se disperser dans l'urgence, perdant ce qui faisait leur force. La surprise. Les civils, eux, voyaient enfin une action directe, après de longs mois de stagnation. Le point culminant s'est joué dans la vallée de Yamba. Les combattants y dormaient, persuadés que la nuit les protégerait. 2 drones TB2 ont pris position. En quelques minutes, les missiles ont embrassé la vallée. Le choc a été brutal, mais ce choc a surtout redéfini le rapport de force. L'opération n'était pas un simple succès tactique. Elle envoyait un message à toutes les zones voisines que la stratégie d'intimidation perdait du terrain. Ce haut point n'a pas été isolé. Entre octobre et novembre 2025, les forces burkinabées ont neutralisé plus de 300 militants, démantelé une dizaine de caches d'armes et rouvert des routes vitales. Ce rythme soutenu a empêché les groupes extrémistes de se réorganiser. La répétition des offensives créait une pression permanente, obligeant les réseaux adverses à se replier encore plus loin dans des zones qu'ils considéraient comme acquises. Il n'y avait plus de sanctuaire. Puis est venue la phase de retombée, mais pas celle que l'on pourrait imaginer. Au lieu d'une accalmie fragile, les régions touchées ont vu les habitants recommencer à circuler. Les marchés ont retrouvé des vendeurs. Les écoles ont rouvert leurs portes à des centaines d'enfants. La terreur reculait non par absence de combat, mais parce que les civils reprenaient peut-être la place qu'ils avaient perdue. Ce glissement a été amplifié par le rôle d'Ibrahim Traoré, dont la stratégie reposait sur une idée simple: rendre aux Burkinabés la maîtrise de leur sécurité. En réaffirmant la souveraineté nationale, il a transformé chaque opération militaire en acte symbolique, montrant que la défense du territoire n'était plus déléguée à des forces extérieures. La cohésion retrouvée entre soldats, volontaires et civils devenait une dynamique qui, une fois lancée, gagnait en vitesse. La trajectoire du Burkina Faso News, dans ces mois-là, donnait une impression étrange. Un pays longtemps plié sous la menace reprenait une verticalité nouvelle. Et cette verticalité servait de pivot pour comprendre le présent. À ce stade, une question commençait pourtant à s'imposer. Combien de temps ce rythme peut-il durer? Au départ, seules quelques routes avaient été rouvertes. Puis en quelques mois, plus de 40% des personnes déplacées ont pu rentrer chez elles. Un chiffre qui indique clairement un rétablissement de confiance. Cette diminution rapide montre que la stabilité n'a pas été perçue comme ponctuelle, mais comme une dynamique réelle qui modifiait progressivement le quotidien. Les opérations militaires ont, elles aussi, livré des données nettes. Plus de 300 militants ont été
été neutralisés entre octobre et novembre 2025, selon les relevés consolidés sur le terrain. Ce total, impressionnant pour une période si courte, révèle l'efficacité d'une stratégie qui combinait renseignement local, surveillance aérienne et intervention rapide. Enfin, plus de 10 caches d'armes ont été démantelées durant la même période, retirant des ressources clés aux groupes extrémistes et compliquant leur capacité de projection. Ce retrait matériel réduit leur pouvoir d'intimidation et limite leur aptitude à recruter ou à tenir des zones isolées. Ces 3 indicateurs: retour de population, neutralisation de combattants, démantèlement logistique, composent une trame chiffrée lisible. Ils ne décrivent pas seulement des succès tactiques, mais une transformation structurelle dans laquelle l'État burkinabé reprend un terrain physique autant que mental. La coexistence de ces données, produites dans un laps de temps court, signale une rupture de rythme que les groupes armés n'ont pas su absorber. Le rôle d'Ibrahim Traoré, dans cette configuration, prend une dimension particulière. Il a imposé une vision où chaque chiffre devait correspondre à un impact visible pour les civils, et non à une simple victoire comptable. Cette approche, centrée sur la souveraineté concrète, explique pourquoi les opérations terrestres ont été synchronisées avec les frappes aériennes, évitant que les villages libérés replongent dans l'incertitude. Les données recueillies par les drones ne servaient donc pas seulement à cibler, elles structuraient la cadence de sécurisation. L'autre élément décisif vient de la mobilisation civile. Les milliers de volontaires n'étaient pas un supplément symbolique, mais un multiplicateur de force. Ils fournissaient des informations sur les mouvements armés, aidaient à sécuriser les axes et garantissaient une continuité dans la protection des zones dégagées. Cette cohésion civile-militaire donnait à la stratégie une stabilité que les extrémistes n'avaient pas anticipée. Les répercussions sociales se mesuraient également. Les marchés rouvraient plus tôt que prévu dans plusieurs régions. Les écoles accueillaient des enfants dont les familles avaient hésité pendant des mois. Les activités agricoles se relançaient avec prudence, mais constance. Ces retours n'étaient pas spectaculaires, mais ils prenaient la forme d'une normalité retrouvée, étape après étape. Sur le plan économique, la logique était similaire. La circulation retrouvée sur certains axes rétablissait des flux essentiels. Les commerçants qui franchissaient à nouveau les routes dégagées devenaient les premiers indicateurs d'un espace moins hostile. Ces micro-signes, une fois accumulés, formaient un paysage en recomposition. Au final, les données montrent une chose claire. Lorsque les chiffres convergent, la perception suit. Et lorsque la perception change, l'espace stratégique bascule. Reste à savoir si cette dynamique peut résister à une pression prolongée. 2 positions majeures structurent le débat autour de la stratégie menée au Burkina Faso. La première affirme que l'approche actuelle pose trop fortement sur une dynamique militaire intense, soutenue par des opérations rapides et des frappes précises, au risque d'épuiser les ressources humaines et matérielles du pays. Selon ce point de vue, la cadence des interventions, drones en appui, patrouilles continues, sécurisation de zones étendues, pourrait devenir difficile à maintenir si les groupes extrémistes décidaient de disperser encore davantage leurs mouvements. Les critiques soulignent également que la dépendance à une surveillance aérienne constante pourrait créer une fragilité, notamment en cas de perturbations techniques ou logistiques. Pour eux, la question n'est pas l'efficacité immédiate, mais la durabilité de cette mécanique. À l'inverse, un second argument défend l'idée que la stratégie hybride adoptée jusqu'ici constitue justement l'un des rares modèles adaptés à la situation. Les défenseurs de cette position mettent en avant la complémentarité entre les civils mobilisés, les forces armées et les outils technologiques. Selon eux, la rapidité des opérations n'est pas un excès, mais une nécessité pour empêcher les extrémistes de reconstituer leur réseau. Ils rappellent
que la neutralisation de plus de 300 militants en l'espace de 2 mois, ainsi que le démantèlement d'une dizaine de caches d'armes, ne sont pas de simples indicateurs militaires. Ils représentent une reconfiguration réelle du terrain et un affaiblissement tangible des adversaires. Dans cette perspective, ralentir le rythme reviendrait à perdre l'avantage acquis. Entre ces deux positions se joue une interrogation essentielle. Le modèle actuel peut-il s'adapter à la montée d'éventuelles tensions, internes ou régionales, sans s'effriter? Les données disponibles laissent entendre que la cohésion entre civils et forces armées a permis de stabiliser plusieurs zones clés, ce qui soutient l'idée que la dynamique repose autant sur la confiance que sur les opérations. Autrement dit, la soutenabilité dépendra moins des drones que de la capacité des populations locales à rester engagées dans cette trajectoire de reprise. Et c'est précisément là que se situe le cœur du défi. Le milieu bascule ici, car c'est souvent à l'instant où une dynamique semble stabilisée qu'un détail modifie toute la trajectoire. Dans ce cas précis, ce détail n'était pas une frappe spectaculaire, mais la manière dont les premiers villages sécurisés ont réagi lorsqu'ils ont compris que les opérations n'étaient pas ponctuelles. La présence continue de patrouilles a changé l'atmosphère en quelques jours. Les habitants ont recommencé à circuler tôt le matin, là où les rues restaient vides depuis des mois. Ce mouvement discret a constitué la véritable révélation du milieu. Quand les civils se déplacent avant le lever du soleil, cela signifie que la peur recule. Et quand la peur recule, l'équilibre stratégique se modifie. Ibrahim Traoré, dans cette phase, devient un repère mental davantage qu'un simple décideur militaire, car sa stratégie semble se diffuser jusque dans les gestes ordinaires du quotidien. Les marchés qui rouvrent, les enfants qui reviennent en classe, les commerçants qui reprennent leur trajet. Ces signaux forment une chaîne qui, une fois enclenchée, s'amplifie d'elle-même. Le Midpoint Reveal réside précisément là. La stabilité n'apparaît pas par une grande annonce, mais lorsqu'un peuple recommence à vivre. Et ce seuil marque le passage vers une phase où les conséquences deviennent plus lisibles. Les premiers effets visibles sur le terrain sont apparus dans les zones rurales, là où les villages avaient longtemps vécu sous les menaces nocturnes et les déplacements forcés. Dans le secteur agricole, les habitants ont recommencé à cultiver plus tôt que prévu, profitant des routes rouvertes pour transporter les récoltes vers les marchés voisins. Les femmes, souvent premières exposées aux risques sur les chemins, circulaient désormais en groupes plus nombreux, signe que la perception du danger diminuait réellement. La reprise de ces activités de base démontrait que la sécurité retrouvée se matérialisait dans des gestes simples mais essentiels. Du côté économique, l'impact a été tout aussi significatif. Les marchés qui se remplissaient à nouveau attiraient surtout les commerçants venus de plusieurs localités, créant un flux régulier que l'on n'avait plus observé depuis des mois. Les petits entrepreneurs, longtemps paralysés par l'instabilité, recommençaient à ouvrir leurs échoppes, conscients que les routes sécurisées permettaient une circulation plus fiable des marchandises. Cette dynamique renforçait la confiance collective, car chaque ouverture d'étal envoyait un message. La vie économique pouvait renaître. Au niveau institutionnel, les conséquences s'inscrivaient dans une continuité plus large. Les écoles avaient rouvert dans plusieurs zones critiques, permettant à des centaines d'enfants de reprendre les cours après de longues interruptions. Les autorités locales, soutenues par la stratégie mise en place, tentaient de rétablir les services administratifs de base, preuve que l'État burkinabé regagnait des espaces qu'il avait perdus. Dans ce mouvement, la vision portée par Ibrahim Traoré prenait forme. L'idée que la souveraineté doit s'incarner d'abord dans la présence régulière des institutions auprès des citoyens. Enfin, sur le plan régional, les effets se propageaient au-delà des frontières immédiates du Burkina Faso. Les pays voisins observaient avec attention la capacité de l'armée burkinabé, appuyée par les volontaires, à reprendre le contrôle de zones que l'on pensait durablement perdues. Cette réussite, portée par une stratégie autonome mais ouverte à la coopération, redéfinissait le rôle du pays dans le Sahel, alors que plusieurs États,
se trouvaient eux aussi confrontés à des menaces similaires. La région percevait la trajectoire du Burkina Faso non comme une exception isolée, mais comme un signal d'évolution possible. L'ensemble de ces conséquences forme une carte cohérente. Le retour des civils dans leurs foyers, la réactivation des circuits commerciaux, le redéploiement des services publics et la reconnaissance régionale d'une stratégie qui mise sur la résilience. À ce stade du récit, la question n'était plus de savoir si le renversement avait commencé, mais comment il allait se structurer dans les mois suivants. Et c'est précisément ce qui ouvre la voie aux projections à moyen terme. Le scénario de base repose sur une consolidation progressive des zones sécurisées, sans avancée spectaculaire, mais avec une continuité suffisante pour éviter tout retour brutal des groupes extrémistes. Dans cette configuration, les routes ouvertes resteraient praticables, les marchés gagneraient en fréquentation et les écoles poursuivraient leur réouverture lente mais régulière. Les forces locales devraient maintenir la pression tout en renforçant leurs capacités, notamment dans les zones où les caches démantelées avaient affaibli les réseaux armés. Ce scénario suppose une vigilance constante, car la stabilité obtenue ne serait pas encore assez solide pour résister à de fortes tensions. Le scénario optimiste imagine une trajectoire plus affirmée, où la cohésion civilo-militaire continuerait de s'intensifier. Les opérations synchronisées entre surveillance aérienne et intervention terrestre produiraient un effet cumulatif, réduisant davantage encore la liberté de mouvement des militants. Les retours de populations déplacées se poursuivraient, renforçant l'économie locale à travers les marchés, l'agriculture et les petites entreprises. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple régional, non pas pour la puissance de son armée, mais pour la capacité de sa population à soutenir un effort de stabilisation. Cette dynamique, si elle se maintient, offrirait un socle solide pour un regain institutionnel durable. Le scénario pessimiste, en revanche, part de l'hypothèse d'une pression accrue venant soit d'une résurgence extrémiste, soit de tensions internes fragilisant l'unité sociale. Dans une telle situation, les zones récemment stabilisées pourraient redevenir vulnérables, notamment si les militants parviennent à s'adapter aux drones et aux patrouilles par une dispersion plus fine de leur réseau. Les marchés pourraient se vider à nouveau, les routes se fermer et les écoles suspendre leurs activités. La dynamique actuelle serait alors fragilisée, avec un risque de retour au cycle de peur et d'abandon qui ont marqué les années précédentes. Dans les trois cas, la question déterminante reste la même. La résilience collective sera-t-elle capable d'absorber les chocs futurs? La réponse dépendra moins d'un événement unique que de la façon dont les habitants, les structures locales et les forces de sécurité continueront d'articuler leurs efforts dans un paysage encore mouvant. Pour ceux qui observent cette évolution à distance, l'histoire du Burkina Faso renvoie d'abord à une question intime. Qu'est-ce que signifie, pour un individu, de voir une communauté entière retrouver peu à peu une forme de stabilité après des années de peur diffuse? Les récits de femmes reprenant la route des champs, d'enfants retournant en classe ou de commerçants rouvrant leurs étals montrent que la sécurité n'est jamais une abstraction, mais une expérience vécue dans le corps, dans les gestes quotidiens, dans les choix modestes qui redonnent sens à une journée ordinaire. Cette dimension touche quiconque s'interroge sur la manière dont un environnement hostile peut redevenir habitable. Au niveau collectif, les implications sont tout aussi profondes. Les villages qui recommencent à travailler ensemble, les marchés qui accueillent à nouveau plusieurs familles, les axes qui se dégagent grâce aux efforts conjoints des civils et des forces locales transmettent une même idée. Les dynamiques de reconstruction ne sont pas le fruit d'une décision centrale unique, mais la somme de milliers d'initiatives minuscules. Ce sont ces gestes, accumulés, qui composent la texture d'une résilience durable. Pour ceux qui vivent ou travaillent dans d'autres contextes fragiles, cette trajectoire propose un miroir où réfléchir à la valeur du lien communautaire. Enfin, pour les spectateurs internationaux, la situation du Burkina Faso rappelle que ce qui semble lointain ne l'est jamais vraiment.
Les tensions, les crises, les redressements partiels ou durables circulent à travers les informations, influencent des débats, déplacent des perceptions sur la souveraineté ou la sécurité. Suivre cette histoire n'est pas un exercice de compassion abstraite. C'est comprendre comment un peuple, en retrouvant ses repères, éclaire les discussions globales sur la façon dont une nation peut se reconstruire. Dans ce contexte, chacun peut se demander ce qu'il retient réellement de cette expérience collective. Pour ancrer durablement les progrès observés ces derniers mois, plusieurs étapes structurées apparaissent essentielles. La première consiste à renforcer la coordination entre les forces locales et les volontaires, de façon à éviter les zones grises où les groupes extrémistes pourraient se réimplanter. Cette tâche incombe aux commandements régionaux, qui doivent organiser des rotations régulières sur les axes sensibles. Elles devraient être mises en œuvre dans les 6 prochains mois et mesurées par la continuité des patrouilles et la réduction des incidents signalés. La seconde étape vise à stabiliser les services de base dans les villages récemment sécurisés. Les autorités locales, soutenues par les équipes administratives, doivent remettre en fonctionnement les écoles, les centres de santé et les marchés. Ce processus doit avancer par phases, en commençant par les zones où les retours de population sont les plus élevés. On en évaluera les résultats par la fréquentation scolaire, l'activité commerciale et la reprise des structures sanitaires. La troisième priorité porte sur la reconstruction économique. Les ministères compétents sont appelés à soutenir l'agriculture et les petites entreprises, 2 moteurs de survie pour les régions rurales. Il s'agit notamment de rouvrir les routes encore limitées et de réactiver les circuits d'approvisionnement. Les progrès se mesureront par le volume d'échanges, la disponibilité des produits essentiels et la présence accrue des commerçants sur les marchés. Enfin, une dimension symbolique doit être consolidée, la cohésion nationale autour d'une stratégie de souveraineté assumée. Ibrahim Traoré, en incarnant cette orientation, joue un rôle de continuité qu'il faudra maintenir par un dialogue constant avec les communautés. Cette étape, moins visible mais décisive, se vérifiera par la confiance exprimée dans les villages et par la capacité des habitants à se sentir partie prenante du futur du pays. Lorsque l'on revient à Arbinda, Yamba ou Djibo, ces villages qui avaient vu leur nuit à se remplir de cris et leurs routes se vider de toute présence humaine, on comprend mieux ce que signifie une reconstruction lente mais profonde. Les patrouilles régulières, évoquées des mois plus tôt, ne sont plus seulement des silhouettes armées, mais les marqueurs silencieux d'un retour à la vie. C'est dans cette continuité que se mesure la portée du moment présent, car chaque trajet rouvert, chaque marché repris, rappelle que les transformations durables naissent souvent dans l'ombre des gestes les plus simples. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure isolée, mais comme un fil reliant ces fragments de reprise. Sa présence, souvent discrète dans le quotidien des habitants, alimente pourtant une idée forte, celle d'un pays qui recommence à marcher sur ses propres appuis. Le lien entre les forces locales, les volontaires et les communautés n'est pas un slogan, mais une dynamique visible dans le retour des enfants à l'école, des femmes aux champs, des commerçants sur les axes dégagés. Et au cœur de cette trajectoire se trouve une conviction commune. La résilience change tout. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle s'est écrite au fil des mois, montre qu'une nation peut retrouver sa trajectoire, même lorsque les repères semblent s'effondrer. Elle révèle aussi que les gestes ordinaires, ouvrir une échoppe, reprendre une route, envoyer un enfant à l'école, portent souvent plus de sens que les déclarations officielles. Ces fragments de vie, recomposés chaque jour, forment la matière d'une souveraineté vécue, bien plus que proclamée. Pour ceux qui regardent de loin, suivre cette transformation n'est pas un acte passif. C'est choisir de comprendre comment un peuple redéfinit son espace, comment une société éprouvée retrouve la capacité de se projeter, comment les signes minuscules deviennent ce qu'ils deviennent les preuves d'un futur possible. Soutenir cette dynamique ne signifie pas applaudir sans nuance, mais reconnaître la valeur des efforts locaux, des initiatives modestes, des pas fragiles mais constants. Si cette histoire vous interpelle, si elle vous pousse à réfléchir à la résilience, à la souveraineté ou à la manière dont une communauté peut se relever,
Alors, la conversation continue.